2026 devrait être une année sous le signe du rééquilibrage de l'économie mondiale. La France va moins bien dans une Europe qui va très bien. Un produit compris, c'est une épargne qui est assumée. Investir en pleine tempête en 2026. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va aborder des sujets ô combien importants. Au programme de cette émission, 3 grandes parties. La première, macroéconomique. La deuxième, des stratégies concrètes pour vous, investisseurs. Et un troisième point avec un focus sur l'Europe et la France. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, je suis avec Reynald. Je vais le laisser se présenter, expert sur les sujets d'aujourd'hui. Comment vas-tu ? Très bien, François. Merci de me recevoir. Merci d'être venu. Comment vas-tu ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Dis-nous tout. Écoute, je suis un pur produit patrimonial. J'ai commencé quelques jours avant Lehman Brothers. Donc, autrement dit, dans une période qui était plutôt fort sympathique. Donc, début de carrière qui m'a apporté, je pense, beaucoup d'humilité. Pur produit patrimonial, essentiellement en banque privée. Ouais. Et donc, face au client final. Et puis, progressivement, je me suis tourné vers la matière qui m'a toujours animé, qui était les marchés financiers. Mmh. Et donc, à compter de 2017, j'ai bifurqué vers la gestion d'actifs pour pouvoir faire ce que j'aimais, parler des marchés, apporter beaucoup de pédagogie dans un monde qui en a besoin. Tout à fait. Tu as quel âge ? 40 ans. Ok. Merci. Ok, de la question. on est jeune. On prend tous les ans un an de plus, mon cher. Aujourd'hui, dans quelle boîte tu travailles ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement pour te positionner et commencer à apporter un petit peu de valeur à nos auditeurs ? Je travaille pour Dorval Asset Management, qui est la société de gestion d'une structure qui s'appelle Natixis Wealth Management, qui est la banque de gestion de fortune du groupe BPCE, donc des banques populaires et des caisses d'épargne. Et moi, je suis responsable relations investisseurs, donc j'interviens en particulier auprès des CGP, des family office, pour vous accompagner dans la constitution des solutions que vous apportez à vos clients. Là où c'est intéressant, effectivement, on va vite rentrer dans le sujet, on va mettre les pieds dans le plat. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans un déjeuner, lors d'un déjeuner avec pas mal de professionnels de l'investissement, des CGP, des conseillers en investissement. Et là où c'était intéressant, c'est que très vite, tu as abordé des sujets qui étaient un peu contre-intuitifs ou en tout cas plutôt pertinents, pas forcément dans le lien, la vision globale que la plupart des gens ont aujourd'hui. Donc c'est les différents points, c'est pour ça que je t'ai invité, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Comment, déjà, on va commencer par ça, comment s'est passée cette année 2025 pour toi, pour Dorval de manière globale ? Nous, chez Dorval Asset Management, 2025, c'est une année de transition parce que notre nouvel actionnaire est arrivé en date du 2 juillet, si on veut être relativement précis. Milieu de l'année. Et donc, on a un nouveau projet avec notre actionnaire qui vise à accompagner les banquiers privés de Natixis Wealth Management, mais aussi de faire profiter notre clientèle externe de toute la partie produits, services et innovation que nous allons mettre en place. Donc de belles perspectives pour les années à venir pour Dorval Asset Management, je l'espère. Et j'espère effectivement qu'on gagnera la confiance de nos amis CGP, Family Office, clients institutionnels. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'expérience dans la maison. Et donc, on est plutôt ravis aussi des performances qu'on a pu servir ces dernières années pour ceux qui nous ont fait confiance. On essaiera de mettre effectivement les descriptions dans la partie... les détails dans la description, pardon. Aujourd'hui, donc là, on va partager cette émission au début 2026. Est-ce qu'on peut faire un petit point macro sur ces 5 dernières années, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, une accélération de l'histoire, comme j'aime souvent le rappeler, entre augmentation des taux, Covid, impression monétaire, quelques news, on va dire aussi macro, comme les conflits plus ou moins proches. Comment tu as vécu ces 5 dernières années ? Quelle a été la chose la plus complexe et brutale à gérer ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui a été le meilleur move pour toi, pour vous, de manière générale ? Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez incroyable. C'est que, est-ce que tu imagines que l'année 2022 a marqué de plus près le patrimoine des ménages français
plus que la crise financière de 2008. Moi, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi ? Alors, 2008, moi, j'étais un petit peu trop jeune pour connaître, mais j'ai ma petite idée sur une question, j'allais dire d'hyperinflation. D'un point de vue définition, tu ne peux pas rentrer dans l'hyperinflation, mais d'impact direct pour les ménages, finalement. Mais tu viens de le dire, l'animal qui est arrivé, qui est revenu de très loin, c'est l'inflation. Ouais. Et en fait, l'inflation a grappillé le cœur du patrimoine des ménages des Français. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Pourquoi ? Parce que le patrimoine des ménages des Français, il est composé essentiellement d'immobilier et de liquidités. Ouais. Et en particulier, ce sont des actifs qui sont particulièrement vulnérables face à l'inflation. Et donc, de ce point de vue-là, le pouvoir d'achat de l'épargne des ménages des Français a baissé. Parce que, après, tu évoquais quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, voire contre-intuitif, c'est que on évoque beaucoup la désinflation. Mais la désinflation, c'est pas la baisse des prix. Non, c'est une décélération de l'inflation. La désinflation, c'est le fait que les prix grimpent moins vite. Ouais, c'est ça. Et donc, les Français n'ont pas retrouvé les marges de manœuvre d'avant 2022. C'est juste que ce pouvoir, on va dire, d'appauvrissement se fait ressentir moins vite. Donc ça, je pense que le premier point qui est très important, c'est le fait que l'inflation, c'est quelque chose qui impacte en particulier les ménages français. Ça, c'est hyper important. Ensuite, si on prend juste un peu de recul, parce que tu m'as posé la question sur les 5 dernières années. Oui. J'essaye de résumer. Sur les 5 dernières années, le Covid. C'est ça, mars 2020. L'inflation. Ouais. La flambée des prix de l'énergie. Ouais. La guerre en Ukraine. L'instabilité politique. Le Moyen-Orient. Malgré tout cela, en 2025, la croissance mondiale devrait avoisiner les 3%. Ce que l'on assiste, c'est une résilience de l'économie mondiale, ce qui veut dire que les entreprises s'adaptent. Ouais. Et ça, quand tu regardes le comportement des actifs risqués sur les 5 dernières années, si 5 ans en arrière, je te dis François, voilà ce qui va se passer. Donc le Covid, l'inflation. Ouais, un boule de cristal, effectivement. J'ai la boule de cristal, j'ai la lampe magique, j'ai voilà, j'ai mon petit génie qui vient me dire voilà ce qui va se passer. Si j'exprime ça à un public d'investisseurs, la plupart n'investissent que dans des produits non risqués. Et donc, ce qui veut dire que la peur, l'émotion, bien sûr, est la pire des manières pour investir. C'est logique si tu prends le recul encore plus, comme tu dis, on reviendra sur la question, mais une question de liquidité, d'épargne pour les Français en particulier, mais la différence, alors je ne connais pas encore le titre de cette émission, on verra par la suite, mais entre la peur, peut-être le titre et la vignette vont faire très très peur, toi, et la réalité et les décisions entre un économiste et un financier qui va être déjà très différent, et monsieur et madame tout le monde, t'investis pas. C'est-à-dire que le Français lambda, déjà de base, a des difficultés, on va dire des lacunes d'un point de vue éducation financière. Si en plus tu prends en compte le macro dans tes décisions, ça va être compliqué. Le plus grand des risques, c'est de ne pas prendre de risques. Ouais. Je le dis souvent. Merci de confirmer mes propos. Aujourd'hui, voilà, on va dire pour le premier trimestre 2026, quel serait, si tu devais en choisir qu'un seul, l'indicateur à regarder en premier lieu pour les décisions dans les semaines et dans les mois qui viennent pour passer une bonne année 2026 d'un point de vue investissement? Déjà, si tu veux regarder 2026, il faut regarder 2025. Parce que 2025, il s'est quand même passé des choses qui sont, de notre point de vue, très intéressantes. Oui. 2025, on a déjà les Allemands qui ont vanté un plan budgétaire de 1000 milliards d'euros sur les 10 prochaines années. Oui, ça c'est important de le mentionner. Pour le local. On va dire, à la fois la défense, mais les infrastructures. Ouais. Et puis, d'autre part, on a le Liberation Day, donc la guerre commerciale déclarée par Donald Trump, qui a sans doute aussi réveillé
les investisseurs internationaux, à réveiller aussi le monde, et ça a, je pense, redessiné quelque part les contours de l'économie mondiale. Donc de notre point de vue, 2026 devrait être une année sous le signe du rééquilibrage de l'économie mondiale. J'essaye de la faire simple. Les Américains, donc les États-Unis, vont bien entendu rester le phare de l'économie mondiale. Ouais, à court terme, c'est sûr. Les Américains ont l'intelligence artificielle. Ouais. La Chine a ses terres rares. Un petit peu de difficulté sur l'immobilier. Un petit peu. Et l'Europe. Qu'est-ce qu'a l'Europe ? L'Europe a l'euro. C'est là que le bas blesse. Et ça, c'est quelque chose dont je pense on sous-estime clairement l'importance, parce que ce qui s'est passé depuis le mois d'avril, c'est que les investisseurs internationaux qui avaient beaucoup acheté de dollars pendant des années ont commencé à regarder de l'autre côté de la vallée, ou plutôt de l'Atlantique, de l'ancien monde, et se sont tournés en particulier vers la zone euro, qui est crédible à leurs yeux, avec une banque centrale européenne qui a beaucoup œuvré pour quelque part l'unité de la zone. Et je pense que quand on regarde, alors nous c'est quelque chose que nous regardons, mais depuis avril, il n'y a jamais eu autant d'obligations émises en euros, achetées par des investisseurs internationaux. Tu viens de le rappeler. Ouais. Et donc bien entendu, l'euro reste loin derrière le dollar, mais très loin devant le yuan ou le yen. Et donc de ce point de vue-là, peut-être que pour 2026, c'est encore une fois une année où on devrait assister à un rééquilibrage de l'économie mondiale. Donc peut-être un monde moins américanisé, mais peut-être un monde plus avec des pôles qui ont chacun leur rôle à jouer et qui peuvent être complémentaires. Ouais, c'est ça, plusieurs zones différentes. Et c'est bien que tu le mentionnes. Effectivement, j'avais un peu parlé sur le sujet, alors, je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais tourné, mais en précisant que les décisions de Trump étaient presque un cadeau pour l'Europe. Où historiquement, l'Europe, la France en premier lieu, mais avait l'habitude d'être biberonnée presque par les décisions et d'être plutôt passive. Et là, il y avait un choix. C'est-à-dire que soit tu restes comme ça, tu fais rien et à tes risques et périls, soit tu ajustes la stratégie pour justement, dans une idée d'avoir un monde qui est moins américain et de retrouver une souveraineté et une cohérence dans le continent. Et donc c'était un mal pour un bien, enfin on peut dire que c'est un mal ce qu'il a mis en place, mais vis-à-vis de la réaction à chaud que les gens ont pu avoir en début 2025, de tout ce qu'il a mis en place, de dire que finalement, s'il y a une réaction en face, c'est plutôt très bien. Exactement. Ouais. Nous, on est assez en phase. On a beaucoup critiqué l'attitude de l'Europe, de Christine Lagarde. Mais nous pensons effectivement que c'était une décision qui était plutôt sage. Et la réponse à cela, le catalyseur européen, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est ce plan allemand. 1000 milliards d'euros sur 10 ans, qui va être porté effectivement. Donc après, on verra comment tout ça sera déployé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les mots de l'Europe, je pense qu'on les connaît tous. La démographie, le manque de compétitivité, l'Ukraine, la concurrence avec la Chine, la désindustrialisation. Donc les mots de l'Europe sont connus. Mais ce qui est intéressant aussi en 2025, c'est que quelque part, l'euro fait le trait d'union entre les pays de l'Europe du Sud qui ont été historiquement très endettés, mais qui ont fait beaucoup de réformes. Tout à fait. Et qui aujourd'hui rentrent plutôt dans une phase de désendettement, avec des pays qui, justement, comme l'Allemagne, n'étaient pas du tout endettés, en tout cas beaucoup moins endettés que ses voisins, et qui, justement, apportent du stimulus budgétaire. Donc, effectivement, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que l'Europe doute sans doute d'elle-même, mais d'un point de vue des marchés financiers, je crois que les investisseurs internationaux commencent à la regarder autrement. On voit que ça bouge. Mais effectivement, donc l'Europe, c'était comme j'ai retrouvé la phrase. J'avais dit que c'était un peu comme une adolescente vis-à-vis de ses parents qui avaient l'habitude de vivre, donc évidemment les US avec l'Europe, et là qui devait s'émanciper et assumer les conséquences de son émancipation. Je pense qu'effectivement sur 2026, c'est ce qui va se passer.
Alors là, on parle des choses positives. On en avait discuté aussi sur l'appel qu'on s'était fait avant pour préparer l'émission, sur les aspects macroéconomiques et géopolitiques surtout, les sanctions, les conflits. Quel est le vrai impact de ce genre d'actualité sur, tu as déjà commencé à y répondre, mais sur l'économie et effectivement le retour potentiel pour les investisseurs? Tu sais, après les marchés, pour les marchés financiers, ce qui est important, c'est les grands agrégats, c'est la croissance, c'est l'inflation et donc c'est les taux d'intérêt. Maintenant, si je réponds à ta question sur toute la partie un peu géopolitique, instabilité politique, on va peut-être prendre quelque part l'exemple des conflits. On a quand même la guerre en Ukraine, le retour de la guerre en Europe. Toujours pas fini. Qui n'est pas fini. Le Moyen-Orient. En fait, face à cela, d'un point de vue, on va dire, de la gestion de portefeuille, je pense qu'il y a 2 sujets à traiter. Le premier, c'est les outils à disposition de la gestion. C'est-à-dire comment on gère des portefeuilles quand on est dans cette situation où, effectivement, il y a beaucoup d'émotions, ça cristallise de l'attention, les gens se posent des questions, ça génère effectivement, tu vois ça au JT tous les jours. Donc, j'ai envie de te dire que si tu vas voir ton client en lui disant « faut investir », ton client il va te regarder en disant tu es bien gentil, mais tu n'as pas ouvert, tu as pas ouvert le journal télévisé. Ouais, et puis il faut se mettre à sa place, parce que moi je regarde pas la télé. Souvent, je vais avoir la vraie pensée et le vrai ressenti du français par les clients. Là où je vais plutôt regarder effectivement un contexte qui est beaucoup plus large et économique. Moi je pense donc, pour répondre à la question, le premier levier, c'est les outils pour les équipes de gestion. C'est-à-dire qu'après, tu as des stratégies où tu peux affiner ton taux d'exposition aux actifs risqués. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est qu'en fonction aussi du conflit, tu peux te couvrir sur la devise qui peut être impactée par le conflit. Et puis après, le troisième, c'est celui que l'on adopte, nous, dans les portefeuilles, dont on parle beaucoup avec vous, c'est la notion de diversification. Tu sais, quand tu sais pas, la diversification, c'est pas une option. C'est une protection. Bien sûr. C'est-à-dire, quand on se pose des questions, il y a les principes de base. Alors, on peut essayer de discuter sur le sujet. Mais en tout cas, quand on ne sait pas, je pense que l'un des principes, c'est vraiment d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc ça, c'est la première partie de la réponse à ta question. Ensuite, la deuxième partie de la réponse, c'est quelque part de regarder quel est l'enjeu économique derrière un conflit. Typiquement, tu regardes les conflits des dernières années, l'enjeu derrière, c'est l'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz. Donc, c'est les ressources naturelles. Bien sûr. Donc, là, il faut être vigilant aux sociétés en portefeuille qui peuvent être plus ou moins liées, plus ou moins affectées par justement la fluctuation de ces ressources naturelles. Oui, c'est l'objectif derrière l'objectif. Quand tu vois un Trump qui arrive en Ukraine et qui va négocier du lithium et du cuivre, là est le but ultime finalement, plutôt que le conflit direct. Il faut prendre un peu de recul, de bien analyser ce qui est derrière et de regarder comment tout ça pourrait affecter effectivement les solutions que tu apportes, que nous apportons aux intermédiaires, mais que quelque part vous proposez aussi à vos clients. Bien sûr. Une question un petit peu plus personnelle. Si tu étais président de la République, quelle serait ta première mesure ? C'est une question qui est assez difficile, ça. Quelle serait ma... disons que c'est plutôt le choix, parce qu'il y aurait des choses à faire, effectivement. Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses à faire. Non, mais je pense que... et là, on va parler un peu des générations futures. Alors, j'ai 40 ans, je ne veux pas m'inscrire, mais j'ai des enfants. J'ai des enfants, c'est l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment où, d'un point de vue budgétaire, c'est pas facile. Faut trouver quand même énormément de compromis, mais il faut pas, surtout pas sacrifier l'éducation, parce que l'éducation, c'est la réussite de demain. Et donc, d'être très, très vigilant. Tu as une idée en tête? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Rien que sur ce sujet-là, la thématique école en tant qu'institution, il y a tellement de choses à faire. Sur l'éducation, moi, je veux parler de mon expérience personnelle. C'est juste un prof en face d'une classe.
C'est l'absentéisme. Combien d'élèves par classe? Combien d'élèves par classe? Ouais. D'accord. Je le dis parce que moi, j'ai pu le mesurer à titre personnel. C'est que en début d'année, donc j'ai mes filles qui sont en 5e. Okay. J'ai des jumelles, donc le début d'année m'a fait peur, dans le sens où la norme était plutôt le fait qu'il y ait un prof absent par journée. Ok. Donc à un moment donné, donc ça a duré jusqu'aux vacances d'octobre. Donc depuis octobre, je touche du singe, ça va mieux, mais je pense qu'effectivement, non, voilà, dans les discussions d'aujourd'hui, il faut garder, je pense, le cap, et je pense que l'éducation en fait partie. Je ne peux que valider. Ouais. Ok, merci pour ta réponse sincère. Ensuite, pour revenir à un sujet plus global que tu as abordé tout à l'heure sur l'Europe, j'aimerais revenir sur le sujet. En quoi l'Europe est plus attractive vraiment d'un point de vue économique, et quelle est la place de la France dans tout ça? Alors on va commencer. La France, je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller à l'encontre. On est sans doute le petit vilain canard de la zone. Il ne faut pas oublier que tout à l'heure, je t'évoquais des pays qui sortaient d'une phase de désendettement. On peut les citer, le Portugal, l'Espagne. Alors l'Italie est encore un cas à part, mais ce sont des pays qui, depuis 10 ans, ont fait énormément de réformes, ont fait aussi beaucoup de sacrifices. Donc la question, c'est est-ce que nous en sommes capables ou est-ce qu'on sera obligé effectivement de les faire? Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, aujourd'hui, la situation française interroge. Mais au demeurant, la France va moins bien dans une Europe qui va très bien. C'est ce que tout à l'heure je te relatais, c'est que la crise de la dette souveraine, c'est il n'y a pas si longtemps. C'est 2011. Et en fait, le dessin que l'on fait de l'Europe, c'est une zone fragmentée. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, on est sur une zone qui est en train de trouver un peu plus d'unité. Et ce trait d'union, c'est l'euro. Ouais. L'euro, on n'en entend plus parler. C'est un rallye silencieux. Et à cette image-là, le comportement des banques. On a beaucoup parlé sur les marchés financiers de l'intelligence artificielle ces dernières années. Je t'invite à regarder ce qu'ont fait les banques, et en particulier les banques européennes. C'est stratosphérique. Et ça, je pense que ça illustre la confiance dans l'euro et dans la zone euro. Je vois. Oui, super intéressant. Alors, effectivement, on discutait en off de ça d'ailleurs, où des fois j'ai la remarque, vraiment remarque concrète, pertinente sur le papier. Oui, mais regarde les plus belles entreprises françaises, regarde le CAC 40, et c'est ce qu'on disait l'autre jour, c'est mais en fait, les entreprises du CAC 40 qui sont françaises sur le papier, ça reste des entreprises internationales, qui ne représentent pas la TPE, PME, franco-française, qui travaillent localement. Alors, ça, c'est un sujet sur la représentativité des indices boursiers. C'est-à-dire que là, tu m'évoques le CAC 40. Tu regardes toutes les entreprises dans le CAC 40, où tu prends par exemple un indice comme l'Eurostock 50, les 50 plus grosses capitalisations de la zone euro. 70% du chiffre d'affaires est fait à l'international. Oui. Donc, si tu veux acheter la France... Tu achètes un indice qui représente que 30%. Il ne faut pas acheter ni L'Oréal, ni LVMH. Ouais. Si tu veux acheter l'histoire de la France, il faut aller chercher des plus petits dossiers, donc des petites et moyennes valeurs, qui ont une activité centrée en France. C'est plus du tout la même position, du coup. Et c'est plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que souvent on nous parle de l'allocation géographique dans les portefeuilles. Est-ce que vous êtes plus États-Unis, plus Europe, plus ceci, plus cela? Aujourd'hui, le fait est aussi, c'est que les indices boursiers emportent des phénomènes de concentration. Je schématise, mais tu prends le CAC 40, c'est du luxe et des banques. Bien sûr. Oui. Tu prends le d'aéronautique. Tu prends le S&P 500, c'est de la technologie. Ouais, c'est pareil pour tous les indices, c'est pareil pour les US. Donc il faut, quand on parle de diversification, je pense qu'il faut savoir transpariser un peu tous ces sujets, comprendre un peu la logique, et si tu veux effectivement investir sur des choses très précises, il faut sortir de cette logique des indices.
Et donc, je fais partie d'une maison où nous avons une gestion active de conviction. Ouais. Et donc, on essaye de défendre un petit peu cette logique face à l'avènement de la gestion passive, et en particulier des ETF. Ok. Merci pour ça. En 2026, quels sont les marchés ou les zones, on a parlé quelques zones, qui seraient les plus attractives? Nous, si on regarde un peu ce qu'on fait dans des portefeuilles plutôt globaux, ce qu'on essaie, c'est d'avoir forcément un pan aux États-Unis, mais d'avoir une position aussi sur l'Europe, mais aussi sur l'Asie développée. Il y a aussi le Japon. Il y a une histoire qui est en train sans doute de s'écrire au Japon, qui est en train de sortir de cette déflation historique. Ils suivent leur plan d'action. Effectivement, voilà, on est sans doute peut-être à l'aube d'une reflation au Japon. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller. Et c'est vrai que, par exemple, tu prends le Japon, dans les indices internationaux, ça représente quasi rien. Et donc, nous, dans nos portefeuilles, on sort de cette logique indicielle pour avoir effectivement des États-Unis, mais pour avoir aussi de l'Europe, parce que on est sans doute dans un moment où l'Europe va accélérer sous l'égide du plan allemand, qui va être un catalyseur important, mais aussi d'avoir de l'Asie développée, d'avoir du Japon, d'avoir une diversification du portefeuille pour ceux qui veulent investir de manière très diversifiée à l'international. Ok. Très bien, mais tu as bien fait de citer le Japon. Il faudrait en faire une émission juste sur ce pays. Je pense qu'il y a un peu de matière. Alors, autre point que je voulais développer avec toi, qu'est-ce que t'évoque la phrase « La France est un pays d'épargnants, mais pas d'investisseurs » ? Je crois que là, tu viens de résumer en une phrase pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'adore ce métier, pourquoi je fais ça depuis des années. Parce que je crois que on est quand même dans un moment où on se pose la question de la retraite, où on remet en cause quelque part un système qui existe depuis très longtemps. Ouais. Et je te l'ai dit tout à l'heure, le plus grand risque d'un épargnant, c'est de ne pas prendre de risques. C'est de rester immobile. Ouais, ça, c'est évident. Donc, à mon humble niveau, ce que j'essaye, c'est qu'en discutant avec toi, en discutant avec des centaines, des milliers d'intermédiaires, l'idée, c'est d'essayer d'apporter un peu ce regard de ce qui se passe sur l'économie mondiale de manière rationnelle, de ne pas rentrer dans des phases émotionnelles trop importantes, évidemment, de s'appuyer sur des fondamentaux pour essayer quelque part de réorienter une partie de l'épargne des ménages vers une épargne un peu plus risquée, plus rémunérée, et au travers d'une épargne qui peut être aussi investie de manière plus responsable. Parce que c'est trop facile aussi de toujours mettre le doigt sur l'épargnant, mais là, je vais m'inclure là-dedans. Je pense aussi que les sociétés de gestion ont une responsabilité, c'est-à-dire que regarde la plupart des clients ce qu'ils te disent. C'est j'ai eu rendez-vous, truc, j'ai rien compris. C'est évident. Non, mais je pense que nous, en tant que société de gestion, je pense qu'on a aussi un enjeu qui est de donner accès à des produits que les gens comprennent. Pourquoi ? Parce que un produit compris, c'est une épargne qui est assumée. Bien sûr, mais ça je le répète tout le temps. Le nombre de personnes, tu leur demandes déjà, mais très simplement, ce qu'il y a dans leur assurance vie, d'expliquer même juste après le rendez-vous ce qu'ils viennent de signer, ils ne savent pas ce que c'est. C'est aberrant. C'est une question de culture, d'habitude, effectivement, d'un contexte, d'éducation, comme tu disais, mais le gap avec les anglo-saxons sur le point là, ça fait peur. Ouais, alors il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, les Français sont très peu confrontés à la question de l'investissement. Imaginons que demain, on te dise, quand tu commences à travailler, tous les ans ou tous les mois, tu dois prendre en considération, tu dois prendre des décisions pour ce que sera ta retraite demain. Ce que j'allais dire, en fait, c'est peut-être que la question de la retraite, si on arrive à apporter le débat et si on arrive à changer sur un nouveau mode de capitalisation, peut-être que ça va inciter les gens à se poser des questions, d'être moins biberonnés pour reprendre le terme, et d'avoir cette logique
En fait, d'un investisseur à long terme, en fait, tout simplement. Et pas d'avoir un Ponzi. Ouais. Non, mais je pense que d'un point de vue fondamental, je pense que le fait que quand tu travailles, on part du principe que notre retraite, elle est acquise. Ouais, c'est ça, mais... Donc tu te poses pas la question de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour construire demain. Ouais. Tu te la poses pas. Et comme tu te la poses pas, finalement, tu récoltes des sommes, et puis tu épargnes, mais il n'y a pas de vision stratégique. Et puis après, il y a aussi quand même quelque chose, mais je pense que les prochaines années vont être très intéressantes. C'est le fait que, tu regardes, il y a énormément d'informations. En fait, il y a une forme d'asymétrie, c'est que aussi, oui. Aujourd'hui, tu as tellement, c'est pas faux. tellement d'informations, donc tu peux pas dire que tu n'as pas d'informations. Ouais. Tu as beaucoup d'informations. Maintenant, le sujet étant, c'est que cette information, encore faut-il la comprendre, l'intégrer, lui donner du sens, et puis de l'utiliser de manière pragmatique pour construire ta stratégie financière. Et c'est là où je pense il y a encore beaucoup de travail. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mais pour moi, c'est exactement l'exemple de mon père, qui était le boomer par définition. Mais vraiment, je te dis, il fallait surtout pas que j'investisse. Il fallait surtout pas faire d'immobilier. Il fallait surtout avoir un CDI pour avoir la retraite. Tout ce qu'il faut pas faire. Ceci dit, c'était bien presque à son époque, sans lui jeter la pierre et avoir un contexte différent. Mais il y avait pas de vision. C'était vraiment... Alors lui, c'est bien, moi, toi, tu payais à ton époque 2 années de travail, ça, tu pouvais acheter une maison, déjà, c'est pas pareil. Et tu avais en fait un contexte qui n'avait rien à voir. Donc, bien évidemment, et tu reprends ta conclusion, le pire des choses, c'est de ne rien faire. C'est de rien faire. C'est rien faire, ouais. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle, et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Quelle est, pour toi, pour faire un petit point intelligence artificielle, la place de ce marché dans les années qui viennent? Est-ce que ça va engendrer un super cycle? Est-ce que ça va, contracter les marges? Quel est ton point de vue là-dessus? Ouais, alors c'est une question qui est très intéressante en fait. Je pense que l'intelligence artificielle, je pense qu'on est quand même à l'aube d'une révolution industrielle. Regarde ce qu'était Internet. Bien sûr. Regarde par exemple ce que sont devenus les réseaux sociaux. Donc je pense que c'est indéniable. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va être sans doute incroyable dans les prochaines années. Maintenant, le sujet étant, c'est qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'interrogations. Aujourd'hui, on voit les grandes entreprises américaines qui investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Et quand tu vois les valos des très très grosses boîtes, ça n'a aucun sens. Ça pose des questions. Maintenant, à un moment donné, c'est que c'est comme pour beaucoup de choses. C'est que, tu sais, les marchés vont beaucoup plus vite que l'économie. Bien sûr. Donc, les marchés vont vouloir, là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mesurer le retour sur investissement des investissements qui ont été extrêmement massifs. Maintenant, l'intelligence artificielle, de manière très pragmatique, on l'utilise déjà, nous, dans notre quotidien. L'intelligence artificielle, on s'en sert dans la recherche. Ça nous permet de filtrer énormément l'information qui pilule toute la journée, mais ça nous aide aussi dans les prises de décision. Donc après, tu parlais un peu, la contraction des marges, l'emploi. Moi, je me souviens, mais de la théorie économique. Et, oui, bon, c'est quelque chose. Alors, je me souviens parce que ça a été mon sujet au bac, mais par exemple, Joseph Schumpeter. Oui. Le processus de destruction créatrice. Qui est repris par tout le monde, en plus, ce terme aujourd'hui. Voilà, je pense que
ça illustre. La théorie, je pense, illustre ce qui va se passer sans doute demain. Donc effectivement, il va y avoir des emplois qui vont sans doute subir l'avènement de l'intelligence artificielle, mais je crois aussi qu'il va y avoir énormément de choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui vont être créées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et donc, souvent, moi, mes filles ont 12 ans, donc elles ont encore le temps pour réfléchir à ce que va le faire. Mais une question d'emploi. Souvent, si tu te poses la question, tu te dis, moi, je ne suis pas super bon en informatique, typiquement. Je me dis que quand même, demain, c'est quand même des sujets qu'il faut regarder de très près, parce que sans doute que la création de valeur, elle n'est pas très loin. Quoi. Donc voilà, ça va être intéressant à voir, mais encore une fois, dans la matière qui est la nôtre, sur les marchés financiers, la réalité va sans doute être un peu plus longue. Voilà, que la fiction. On veut toujours tout de suite aller très vite. Mais je pense évident. Que voilà, la trajectoire est lancée. Bien sûr, il faut toujours ajouter. C'était exactement la même chose avec les cryptos. Quand il y avait eu le premier boom pour le grand public 2017 à 2020. Et je dis oui, mais voilà, vous êtes dans la spéculation. Mais le vrai impact, ça sera à la fin de la décennie suivante. Et c'est en train de se passer. C'est tout ce qui est tokenisation, c'est actifs réels, c'est l'impact de la techno sous-jacence blockchain qui va être dans l'économie. Et quand tu vois les moves de BlackRock ou ainsi de suite, ça se met en place, mais pas de suite. Et l'intelligence artificielle, ça peut se faire pareil. Et après, je vois la logique changer, surtout dans le private equity, où il y a eu un peu une phase 2017-2023 où c'était surtout la mode d'investir dans le SaaS, dans le marketplace, le numérique. Et depuis 2024, c'est vraiment l'implémentation de l'IA dans tous les business models. Et tu vois le début d'un nouveau cycle qui peut effectivement s'étendre jusqu'en 2030-35, quoi. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. On fera une émission dans quelques années, si tu veux, sur le sujet. Et peut-être même que, tu vois, on serait peut-être plus dans cette configuration-là. Non, mais c'est pas faux. En fait, ce que je trouve fascinant dans ces sujets, c'est que c'est des sujets que tu ne peux pas ignorer. Oui. Et que ça soit nous, que ça soit les entreprises. Moi, souvent, on parlera peut-être de durabilité un peu tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est la capacité à t'adapter. Ah oui, c'est apprendre à désapprendre. Voilà, je pense que c'est... Et on le voit bien, de tous les chocs que l'on a connus, quand tu vois la résilience, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises, elles s'adaptent. Dans ces grandes révolutions, il va y avoir des gagnants et des perdants. C'est sans doute ça qui est le plus difficile. C'est que si tu regardes les champions d'il y a 20 ans, c'est pas les champions d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc les champions d'aujourd'hui ne seront pas forcément les champions de demain. C'est pour ça qu'ils rachètent massivement et ils mettent beaucoup d'argent dans la R&D. Parce qu'un Apple ou un Google, s'il fait la même chose pendant 20 ans, il n'existe plus. C'est d'essayer d'avoir justement le prochain IA, le prochain super licorne qui va faire que. Mais c'est intéressant d'avoir cette vision. À l'inverse, est-ce qu'il y a pour toi une classe d'actifs que tu pourrais considérer comme morte pour les prochaines années ? Non, alors tu sais, je vais te raconter une anecdote parce que quand j'accompagnais des personnes sur le travail d'allocation d'actifs, il y a des années, j'essayais de conserver à peu près 5 points de valeur value dans les portefeuilles. Bon, la valeur les values, ça ne marchait pas du tout à l'époque. Et je me souviens de quelqu'un qui me dit, mais Reynald, quelqu'un qui... que j'accompagnais quand même depuis maintenant quelques temps, qui commençait sur son métier. Moi, ça faisait déjà quand même quelques années que j'étais là. Et la personne, je la voyais vraiment dubitative, quoi. Et à la fin, mettait 5 points de value, peut-être plus pour me faire plaisir que pour quelque part. Il va me lâcher l'affaire. Voilà, exactement. Allez, je vais lui mettre 5 points de value, comme ça, il sera très content. Cette personne... quand je l'ai revue après le choc de 2022, je peux te dire qu'elle était très contente d'avoir eu 5 points de value dans ses allocations d'actifs. Donc moi, je ne crois pas quelque part à des classes d'actifs. On peut avoir effectivement des moments où certaines classes d'actifs sont délaissées. Tu prends les petites et moyennes valeurs. Les petites et moyennes valeurs, depuis 2018, ça a été très compliqué. C'est un parcours vraiment semé d'embûches. Et c'est long. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer. Small cap, mais c'est 6 ans, 7 ans
où tu as plus d'afflux de liquidité, où tous les vendeurs ont vendu et quelque part, il n'y a plus rien à vendre au bout d'un moment. Tu as des valorisations qui se sont effondrées. Et pour autant, quand tu écoutes des gérants qui, d'un point de vue fondamental, te disent « Mais attends, là, aujourd'hui, ça fait maintenant... et c'est pas que cette année. Depuis maintenant 2-3 ans, tu entends parler du retour des petites et moyennes valeurs. Donc voilà, il y a des cycles comme ça. Moi, ce que je dis toujours de manière très humble, quand on sait, on ne sait pas. Ce qu'il faut, c'est avoir un portefeuille qui soit bien diversifié. Voilà, je pense que c'est la meilleure des réponses quand on ne sait pas. Tu as bien répondu. Autre question qui fâche un petit peu, maintenant que la hype est un petit peu passée sur la thématique, qu'est-ce que ça veut dire en 2026 de contribuer et d'investir à des solutions durables concrètement? Comment tu vois la chose et quel serait, pas l'avenir, parce qu'évidemment que c'est un sujet central, mais comment tu vois la chose dans les mois qui viennent? Alors, il y a eu la vague verte 2019, 2020. Tous les 2022. citoyens voulaient investir dans des solutions responsables, et une fois qu'il faut y aller, il n'y a plus personne. Donc maintenant, derrière, si on prend la question de la durabilité, encore une fois, derrière la durabilité, moi je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'adaptation et il y a l'impact. Moi, j'ai envie de te poser une question très simple, on en parle depuis tout à l'heure. C'est est-ce que tu penses qu'une entreprise, aujourd'hui, peut ne pas tenir en considération les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain? La réponse, c'est mort. C'est non. Donc, que tu sois d'accord ou pas d'accord avec la transition énergétique ou climatique, moi, je crois que c'est pas le sujet. Sauf si t'es complotiste, mais c'est un autre sujet. Voilà, je crois que c'est pas le sujet. Je crois que le sujet, c'est le fait qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit considérer ces enjeux, ces mutations environnementales, sociales, sociétales, parce que si elle ne le fait pas, c'est un risque majeur pour elle demain. Oui, dans tous les cas, de manière fondamentale. Voilà. Et puis de la même manière, je pense qu'une entreprise, aujourd'hui, elle ne peut plus se satisfaire uniquement de son résultat financier. Imagine-toi demain... je suis d'accord. On va visiter une entreprise, les résultats financiers sont OK. Maintenant, tu as 30% d'arrêt de travail. Une condition de travail horrible. Tu vas rencontrer les syndicats qui te décrivent une entreprise qui, d'un point de vue social, est chaotique. Un modèle du XXe siècle, tu vas derrière l'entreprise, tu t'aperçois que d'un point de vue des déchets, il n'y a eu aucun travail de fait. Sacré exemple quand même. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, une entreprise, de toute façon, c'est aussi le prix que mettent les investisseurs. C'est que les investisseurs ne regardent plus que le résultat financier. Je pense qu'ils regardent aussi les résultats extra-financiers. Ce que je veux dire, c'est au-delà d'un potentiel même greenwashing parfois, c'est l'implémentation réelle de changements vis-à-vis des ressources qui sont finies et de choses durables, de vraies choses durables. Après, donc, il y a cette notion d'impact. Donc la première question, c'est l'adaptabilité. Terme qui revient souvent. Voilà, c'est la notion d'impact. C'est un terme qui revient souvent. Nous, on pense qu'effectivement, l'impact, c'est stratégique. C'est-à-dire que demain... Encore une fois, tu es obligé de tenir compte de tes parties prenantes. Actionnaires, les investisseurs, salariés, de tout cela. Maintenant, la difficulté quand même, c'est comment tu mesures cet impact. Et c'est là où la réglementation se veut aussi de plus en plus précise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, c'est que est-ce que tout le monde fait de l'impact? La réponse, je pense, est non. Alors, la vague verte, tout le monde se revendiquait faisant de l'impact. Oui. Moi, je pense que la question de l'impact, c'est pas un sujet de quantité, c'est un sujet de qualité. C'est-à-dire que pour faire de l'impact, c'est sans doute plus long. D'accord ? C'est sans doute plus long, ça prend sans doute plus de temps, mais c'est quelque chose qui, sans doute, sera vraiment important pour demain. Demain, tu peux plus t'inscrire... Tu peux pas t'absenter d'une trajectoire de décarbonation, dire moi ça me concerne pas, faites ce que vous voulez. Non mais moi ça me concerne pas. Non, je ne pense pas. Je pense que les investisseurs mettent une prime. C'est pas faux.
mettre une prime en fait sur ces sujets. Voilà, comme tout encore, on parlait un peu tout à l'heure de l'IA, mais c'est des sujets qui sont vraiment importants pour nous. Et chez Dorval Asset Management, toute notre offre est labellisée, ISR, on a même un fonds climat. Donc on a voulu nous s'inscrire à notre niveau sur cette trajectoire climatique. On a voulu donner du sens à l'épargne de nos clients. On essaye de le faire avec la plus grande exigence qui soit possible. Maintenant, la réalité, c'est que dans ce qu'on fait, on ne fait pas tout à la même échelle. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas duper l'épargnant ou l'investisseur final. Il faut savoir être clair sur ce qu'on fait. Donc, il y a la prise en compte des critères extra-financiers. Donc ça, c'est le fameux article 8. Ouais. Et puis après, il y a les fonds article 9 qui vont plus loin, qui essayent d'avoir un impact positif sur les critères ESG. Et de notre point de vue, la gouvernance est très, très importante pour prendre en considération ce pilier dans la stratégie de l'entreprise. Non, c'est vrai. Oui, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a l'aspect professionnel et il y a l'aspect de ce que veulent aussi les gens. Et ce que j'ai dit brièvement tout à l'heure, c'est la différence toujours qu'il y a entre le citoyen et l'investisseur. Ou le citoyen, où lui, effectivement, il veut du durable, il veut sauver la planète, même à sacrifier son rendement. Sauf qu'une fois qu'il faut y aller, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'inflation, c'est sécure, et il faut de la renta, mais bon, on le met de l'autre côté quand même, la durabilité. Et c'est toujours le gap qui est entre les deux. Et tu vois aussi dans le volume qu'il y a sur certains marchés qui sont vraiment du coup impactés, c'est les ENR, le photovoltaïque, et tu vois comme une différence de volume qui alors après ça, c'est une partie, ce qu'on appelle l'énergie, c'est une compartiment un peu. Bien sûr, moi, c'est plus évident. Mais... de ces fonds durables, c'est vrai que c'est plus évident, mais après, moi, je trouve qu'il y a une question aussi de bon sens. C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que toutes ces entreprises, quand elles gagnent des parts de marché, quand elles gagnent des deals, la première question qu'elles se disent, c'est ESG. Moi, je pense pas. Moi, je pense que les entreprises, elles regardent le retour sur investissement. Bien Maintenant, sûr. Elles le font en prenant aussi en considération, je pense que tu regardes par exemple la construction. Ouais. La construction, c'est quand même un secteur dans lequel il y a beaucoup à faire. Ouais. Si tu veux être le champion de demain, est-ce que tu peux t'absenter de ces sujets-là ? Non, clairement pas. En amont et en aval. Moi, je pense que par exemple, l'énergie, on n'en parlait pas, mais de ce point de vue-là, l'énergie aujourd'hui, c'est un levier stratégique. C'est un levier stratégique. Et donc, c'est un sujet de souveraineté nationale, de souveraineté européenne. Donc, si on veut exister aujourd'hui, je pense qu'il faut s'emparer de ces sujets. Et je pense qu'il faille intégrer ces sujets. Et encore une fois, il faut être d'accord sur ce que l'on fait. Ouais. Il faut être d'accord sur ce que l'on fait. Et puis après, il y a quelque chose aussi qui est très important sur ce sujet, c'est la transparence. Bien sûr. Voilà. Il faut faire ce qu'on dit ce qu'on fait. On reporte. Et je pense que là, de l'aveu des professionnels de la gestion, il y a encore un peu de travail sur l'accès à la donnée, sur la qualité du reporting, même si, moi, je peux te faire voir le reporting extra-financier de nos fonds, c'est quand même déjà très bien détaillé. Ok. Très bien détaillé. Moi, je vous invite à vérifier par vous-même. Encore une ou deux questions pour toi, Reynald, pour conclure cette émission. Qu'est-ce que tu crois être vrai et que tout le monde croit être faux ? Question difficile, ça. Ce que je crois être vrai, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi votre job ? Bon, à part te dire mon titre qui ne veut rien dire pour personne. C'est pas faux. Moi, je me suis dit, écoutez, moi, j'essaye de faire passer les personnes que je rencontre du statut d'épargnant au statut d'investisseur. J'aime bien, c'est joli. Voilà, donc c'est ce pourquoi je fais ce métier. Et donc, la plupart des gens peuvent avoir un avis différent, mais je crois que ce qui est fondamentalement vrai, c'est qu'il faut investir.
investir en actions, investir dans des entreprises, ces entreprises qui créent de l'emploi, c'est d'avoir un rapport à l'actionnariat qui soit différent. Souvent, j'entends parler des dividendes. Si vous voulez percevoir des dividendes, achetez des actions. Vous allez percevoir des dividendes. Vous allez être vous-même actionnaire. Alors petit, et vous serez actionnaire. Ouais, ça s'additionne. Donc, après, oui, une donc à chacun simple, son c'est niveau, logique. Mais voilà, moi, ce que j'invite, c'est que si vous avez des enfants en bas âge, des enfants qui sont petits, si vous récoltez de l'argent tous les mois, au lieu de verser ça sur un livret d'épargne ou sur un plan d'épargne logement, il y a beaucoup de solutions, mais investissez dans des boîtes, investissez dans des entreprises. Et moi, je vous invite, regardez un peu les... Alors, tout à l'heure, tu me parlais un peu des indices boursiers. Regarde les indices sur très longue période. C'est ça, hein? Oui, si tu enlèves la volatilité court terme, bien sûr. C'est ça. Quasiment tous les actifs. Voilà. Donc, chacun sa préférence et sa stratégie. Donc, je crois profondément à l'investissement. Après, tu me parlais aussi sur le même sujet. C'est que tout le monde, en fait, si tu vas... D'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que quand on te pose la question de savoir, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas compliqué. Ça, j'en ai souvent. C'est bon, alors, et François, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu vas dans une médiathèque, tu achètes 20 bouquins sur comment je fais pour investir. Ce que j'adore, c'est que les 20 bouquins te racontent la même chose. Il faut acheter des actions. Donc, tout le monde sait qu'il faut acheter des actions. C'est l'actif. La version action, la version immobilier, on va dire. Il faut acheter. Ok, très bien. Maintenant, le sujet étant, c'est que tu parlais d'un terme un peu barbare qui est la volatilité. Ce qui est sûr, c'est que même si tu dis à ton client, voilà, on construit une stratégie sur les 5-10 prochaines années, en fait, la plupart du temps, le client ne va pas supporter les phases émotionnelles de marché. Ça, on en a parlé. Donc l'émotion, elle est mauvaise conseillère. Bien sûr. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il n'est pas fait pour supporter justement ce rapport à la volatilité et notamment à la baisse. Tu vois, le négatif, le côté rouge. Ce qui est fondamentalement n'est même pas un indicateur de risque qui est de perdre son argent. C'est juste qu'à un moment T, ce qui serait la vraie définition du risque. C'est-à-dire que c'est de perdre son pognon. Jusqu'à preuve du contraire, une action ou de l'immobilier, tu perds rarement la totalité. Non, si tu t'en tiens aux horizons de placement, voilà, généralement, bien sûr. tu es plutôt conforté dans ce que tu as raconté à ton client. Il y a aussi une question d'émotion. Donc en fait, une grosse partie... Plus le client est gros, moins il s'inquiète aussi, et moins il nous embête. Et des fois, tu as des petits, ils ont placé pas grand-chose, et ils sont là, ils sont en panique totale. Mais tu vois, ça revient aussi à une question tout à l'heure. Rénal, qu'est-ce qu'il faut faire pour 2026 ? Oui, il se passera toujours plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas succomber à ses émotions. Il faut mettre en place une stratégie, s'y tenir. Et puis la plupart du temps, François, mais aussi tes homologues et moi-même, ce qu'on fait ensemble, c'est quoi ? C'est beaucoup de psychologie. On rassure. Plus les années passent, plus je me dis que c'est beaucoup d'humain et de psychologie. On rassure. Voilà, donc c'est une grosse partie de nos métiers. C'est d'éduquer, c'est quelque part de gérer des émotions. Je pense qu'ils éduquent moins les Américains. Alors, dans les CGP, les CIF anglo-saxons, il y a moins de travail aussi de psychologie. Mais il y a ce rapport aussi, vous voyez, il y a ce rapport quelque part qui est sans doute différent. Le français est nettement moins financier, il va être nettement plus immobilier qu'un anglo-saxon. Ça s'explique par l'histoire aussi. Du coup, merci beaucoup pour ça. Est-ce que tu veux nous donner, pour conclure cette émission, un conseil ou le mot de la fin? Je te laisse la parole. Dis-nous tout. Au-delà du conseil que tu as rabâché d'investir, ce qu'effectivement, je confirme, je plus sois, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de manière macro, un conseil autre? Dis-nous tout. Non, le conseil, c'est... comment dire, c'est de faire attention au bruit. C'est que c'est sûr que ce qui est difficile quand même, c'est qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations pour faire vendre, mais je pense qu'il faut rester pragmatique. Il y a un mot qui revient, alors... moi, j'aime beaucoup ce mot, mais encore faut-il un peu le comprendre et puis essayer de voir comment on organise les portefeuilles. Mais c'est la notion de diversification. C'est quelque chose qui revient tous les jours
tous les jours dans les échanges que tu as avec tes clients. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Dorval Asset Management. On essaye d'aller au-delà de la logique indicielle pour avoir des portefeuilles bien diversifiés. Donc non, le mot de la fin, c'est peut-être attention à toute cette information. Je pense qu'il faut peut-être être accompagné. Pour réduire le nombre d'influences de l'information. 2, attention à tous ces biais cognitifs, tous ces biais émotionnels. Parce que c'est souvent là qu'on prend les mauvaises décisions. Très, très bon conseil. Et puis aussi. 3, je pense qu'il faut tenir sa stratégie dans le temps. C'est souvent la question. Il y a des gens qui me disaient à chaque fois, Reynald, est-ce que c'est le moment? Je ne sais pas si c'est le moment. La flemme. Je ne sais pas si c'est le moment. En revanche, ce qui est important, c'est pas de savoir si c'est le moment. C'est ta capacité à tenir tes engagements. C'est pas maintenant, c'est le futur. Sur la période que tu as déterminée avec ton client. C'est très important, ça, bien sûr. Tu vois, encore un exemple criant, mais en 2010... Il faudrait revenir, mais j'ai ce souvenir-là de quelqu'un qui, lors d'une réunion, me dit « Mais Reynald, le Nasdaq, il a 8400 points. Je pense que c'est une bulle. » C'est un classique. Oui, voilà. Donc voilà, non, je pense que c'est d'essayer. Il faut, tu sais, j'entends souvent parler de la complexité. Moi, je pense qu'il faut faire des choses. Déjà, il faut faire des choses qu'on comprend. D'accord ? Minimaliste. Comprendre. Moi, je pense que derrière des actions sont des entreprises. Une entreprise, on comprend facilement un peu son business model. Alors nous, c'est vrai qu'on propose des OPC, donc c'est plutôt des paniers d'actions. Oui, que ce soit coté ou non coté. Voilà, il faut mettre en place une stratégie avec un horizon clair. 2, faire attention à toute cette information. 3, savoir gérer ses émotions. Si on arrive à appliquer déjà ces règles de base, je pense que l'investissement devrait s'en trouver conforme quelque part au plan de départ. Non, mais je suis très content de ta conclusion. Et n'épargne pas, du coup, pour ne pas redire d'investir. Investissez. Merci infiniment, Reynald. Merci à toi, François. Ce fut un vrai plaisir. Plaisir partagé. On se dit à très vite, à très bientôt pour une prochaine émission.